Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Tout a commencé sans un cri, sans un mot plus haut que l'autre, avec une simple tasse de thé. Julien, mon mari depuis 6 ans, m'en offrait chaque soir, comme un rituel amoureux. Mais ce soir-là, il a insisté plus que d'habitude, ses yeux évitaient les miens, ses gestes étaient raides. J'ai porté la tasse à mes lèvres et un frisson glacé a traversé ma nuque, une amertume inhabituelle, une odeur d'amande écrasée. J'ai fait mine de boire, puis j'ai discrètement vidé la tasse dans l'évier en silence. Le cœur battant à rompre mes côtes, je suis allée me coucher en feignant le sommeil profond. Et là, dans l'ombre tiède de notre chambre, la vérité s'est faufilée entre les draps, prête à m'étouffer. La porte s'est entr'ouverte sans bruit, laissant filtrer un rail de lumière jaune sur le parquet. J'ai senti sa présence derrière moi, son souffle court, nerveux. Puis un murmure, presque inaudible, « Elle dort », suivi d'une autre voix, rauque et féminine, « C'est parfait. Demain, on commence les démarches ». C'était Gisèle, sa mère, ma belle-mère, toujours si douce en apparence, toujours si prompte à m'offrir des tartes aux pommes. Mon sang s'est glacé. Ils attendaient mon sommeil comme on attend la fin d'un problème. Ils ne m'aimaient pas, ils me surveillaient, me neutralisaient, ils m'éloignaient de la vie. À cet instant, j'ai su, ce n'était pas du thé, c'était un adieu déguisé en tendresse. Le lendemain, j'ai gardé le masque. J'ai souri, j'ai cuisiné, j'ai embrassé Julien sur la joue comme si mon monde ne s'effondrait pas en silence. Mais chaque minute à ses côtés était une gifle de trahison. J'ai surveillé ses moindres mouvements, ses appels, ses silences trop longs, ses regards fuyants. Un soir, alors qu'il pensait que je dormais, j'ai entendu son téléphone vibrer. Il a murmuré, « Oui, maman. » Elle ne se doute de rien. Encore quelques jours, et c'est réglé. Puis il a éclaté de rire, un rire étouffé, presque enfantin. Mon cœur s'est refermé comme une trappe, emportant avec lui les dernières miettes de confiance. J'ai compris que j'étais seule. Que les bras qui me berçaient pouvaient aussi me précipiter dans le vide. Je n'étais plus une épouse, j'étais un obstacle. Julien n'agissait pas seul. Gisèle, toujours présente, toujours attentionnée, était le cerveau du plan. Ensemble, ils tissaient autour de moi un linceul invisible, fait de sourires et de fausses attentions. Chaque mot, chaque geste désormais me paraissait suspect. J'étais une prisonnière dans mon propre salon, une condamnée à mort qui devait continuer à jouer la femme comblée. Mais j'ai décidé de ne pas mourir dans le silence. J'allais écouter, observer et frapper au moment juste. 3 semaines plus tôt, mon père était décédé d'un infarctus. Il m'avait laissé un héritage conséquent, fruit de toute une vie de travail. Une somme suffisante pour acheter une maison, investir dans une vie nouvelle. J'avais ouvert un compte à mon nom, sans en parler à Julien dans un premier temps. Mais il l'avait su je ne sais comment et depuis, il posait des questions, s'informait de manière obsédante, « Tu vas faire quoi avec l'argent ? Tu veux qu'on investisse ensemble ?» Je l'avais trouvé trop curieux, mais j'avais mis cela sur le compte de l'ambition. Maintenant je comprenais, c'était de la cupidité. Cet argent, c'était mon sang, ma mémoire, mon lien avec mon père. Et eux, Julien et Gisèle, l'avaient vu comme une proie. Une fortune à voler, à récupérer par tous les moyens, même les plus odieux. Ce n'était pas seulement une trahison sentimentale, c'était une conspiration méthodique. Le thé n'était que le début. La prochaine étape, c'était sans doute une chute d'escalier, un accident de voiture, une lettre d'adieu falsifiée. Je suis restée assise toute la nuit, les yeux grands ouverts dans le noir, avec une seule certitude, je ne devais plus être victime. Je devais devenir juge de mon propre sort. Depuis l'enterrement de mon père, Gisèle se montrait étrangement présente, m'apportant des repas faits maison, des fleurs fraîches, des souvenirs de jeunesse qu'elle n'avait jamais partagés avant. Je croyais naïvement qu'elle cherchait à combler un vide, à créer enfin un lien sincère entre nous. Elle souriait avec douceur, m'appelait ma fille, me prenait la main longuement, me regardait avec un air attendri.
Mais derrière chaque mot doux se cachait un plan, une stratégie pour m'endormir l'âme. Chaque attention n'était qu'un vernis sur la haine, une couverture à l'empoisonnement lent qu'ils orchestraient avec minutie. Julien, lui, jouait le rôle du mari inquiet, préparant des dîners, me couvrant de baisers, me disant que la perte de mon père avait dû me chambouler. Il me regardait avec des yeux brillants de fausse tendresse pendant qu'il m'assassinait lentement à la petite cuillère. Leur théâtre était parfait, huilé, glaçant de précision. Et moi, au milieu de cette mascarade, je jouais la veuve fragile, persuadée que ma douleur réveillait leur bonté. Mais en réalité, c'était ma vulnérabilité qui alimentait leur cruauté, comme un festin qu'on déguste en silence avant d'éteindre la lumière pour toujours. J'ai commencé à tout noter, chaque détail, chaque anomalie, chaque parole qui trahissait un sous-entendu plus sombre. Mon carnet s'est rempli de fragments d'enfer, des heures précises, des recettes suspectes, des silences lourds dans des conversations coupées. Une nuit, incapable de dormir, j'ai entendu Gisèle dans la cuisine chuchoter au téléphone. Si elle ne se réveille pas, ce sera plus simple. Mon sang s'est figé dans mes veines comme du verre brisé. J'ai compris que ce n'était plus de la paranoïa, mais une réalité brutale et imminente. J'ai sorti un vieux dictaphone que mon père m'avait offert autrefois, et j'ai commencé à enregistrer tout ce qui se disait autour de moi. Le moindre mot était une arme, chaque son un indice potentiel pour sauver ma vie. Je n'étais plus une épouse, j'étais une enquêtrice en guerre contre sa propre famille. Leur voix résonnait sur les bandes avec une froideur inhumaine, des phrases chirurgicales, sans émotion. J'écoutais leur rire comme on écoute des lames s'aiguiser dans l'ombre, en sachant qu'un jour, l'une d'elles me serait destinée. Un matin, pendant que Julien prenait sa douche, j'ai fouillé dans le tiroir de sa table de nuit, mes mains tremblaient mais mon esprit était clair. Sous un double fond de velours, j'ai trouvé un petit sachet transparent contenant une poudre fine et blanche, soigneusement refermée. Je l'ai reconnu immédiatement, un somnifère rare, puissant, prescrit uniquement sous surveillance médicale. Une dose suffisante pour m'assommer durant des heures, deux pour m'envoyer au-delà du sommeil, dans un silence éternel. Ce n'était plus un doute, c'était une tentative d'assassinat méticuleusement planifiée. Je suis restée là, debout, face à l'évidence, tenant la mort entre mes doigts, sans pouvoir crier, sans pouvoir pleurer. Le danger ne venait pas de l'extérieur, mais de l'homme qui dormait dans mon lit, de la femme qui me disait « je t'aime comme ma fille ». Tout était mensonge, chaque jour passé avec eux était une nuit en sursis. Je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis plus reconnue, j'étais une cible, un compte bancaire sur pattes, un obstacle à effacer. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi a décidé que je ne tomberais pas sans faire de bruit. Alors que je tentais de garder la tête froide, un frisson nouveau m'a transpercé en pleine nuit. Julien parlait au téléphone, sa voix était douce, presque amoureuse, rien à voir avec ses échanges froids avec Gisèle. Il disait, « Bientôt, elle ne sera plus un problème, et on pourra enfin être libre, mon amour. » Ce mon amour n'était pas pour sa mère, mais pour une autre, invisible et dangereusement proche. J'ai compris à cet instant que ma mort n'était pas seulement une affaire d'héritage, mais aussi la clé d'une passion cachée. Je suis restée immobile dans l'ombre, le souffle court, les oreilles grandes ouvertes. Julien riait doucement, comme un adolescent amoureux, promettant des jours heureux une fois, débarrassé du passé. J'étais ce passé. J'étais l'obstacle. Et cette voix de femme au téléphone, pleine de complicité et de désir, appartenait à celle qui voulait prendre ma place dans son lit, dans ma maison, dans ma vie. La trahison n'était pas seulement morale, elle était charnelle. J'ai attendu qu'il quitte la maison pour fouiller dans ses affaires avec la précision d'un détective. Grâce à un ancien collègue travaillant chez un opérateur, j'ai obtenu ses relevés téléphoniques. Un nom revenait toujours, à toutes les heures du jour et de la nuit, Claire B., une collègue du cabinet d'architecture. Je me souvenais d'elle, jeune, vive, trop gentille avec moi, trop présente à nos dîners de couple. C'était elle. La complice. L'amante. L'autre bras du complot. J'ai ouvert son profil sur les réseaux sociaux, et chaque photo m'a frappé comme une gifle, Claire dans notre jardin, Claire devant mon salon, Claire souriante avec Julien lors d'un congrès.
Elle n'était pas un accident, elle était une menace préparée. Tout en elle respirait la duplicité, l'ambition et le mépris déguisés en sympathie. Elle savait tout, depuis le début. Elle m'avait regardé dans les yeux en sachant qu'elle me tuerait à distance, sans se salir les mains. J'étais entourée de loups. Je n'ai parlé à personne, je n'ai rien crié. J'ai serré les dents, les poings, j'ai mangé en silence, j'ai dormi d'un œil, j'ai souri avec les dents serrées. Le monde croyait que j'étais toujours la même, douce et gentille, mais en moi grondait une tempête noire. Chaque bouchée de nourriture était précédée d'un soupçon, chaque gorgée d'eau d'un doute. Je vivais dans une paranoïa lucide, dans une maison devenue cage, avec un mari devenu mon bourreau invisible. La nuit, je pleurais sans bruit, les draps serrés contre ma bouche pour ne pas hurler. Mon cœur battait trop fort, comme s'il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps s'il restait docile. Mais je n'étais pas prête à mourir. Je voulais voir leur visage s'effondrer. Je voulais faire éclater leur mascarade avec la puissance de ma vérité. Et je savais que le moment allait venir, bientôt, où c'est moi qui allais les surprendre. J'ai prétexté un déjeuner chez ma cousine et quitté la maison en laissant Julien et Gisèle seuls, persuadés de leur intimité. Avant de partir, j'avais dissimulé 3 caméras discrètes, une dans le salon, une près de la cuisine, et une autre sous la table de la salle à manger. En quelques heures, j'ai capté ce que je n'osais imaginer, leur complicité glaçante, leur cruauté méthodique. Julien disait à sa mère, « Il ne faut pas traîner, j'ai déjà parlé à Claire pour le faux certificat. » Gisèle acquiesçait, enchaînant, et le testament, on le falsifie après l'incinération. J'ai regardé ces images seule, les mains tremblantes, les larmes figées sur mes joues, incapable de détourner les yeux de cette alliance monstrueuse. Il parlait de ma mort comme on parle d'un rendez-vous administratif, d'un dossier à classer. Il n'y avait plus d'amour, plus d'humanité, juste 2 êtres guidés par la cupidité et le mépris. Et au fond de moi, quelque chose s'est brisé pour de bon, plus jamais je ne leur donnerai la moindre part de mon cœur. À cet instant, je suis morte symboliquement pour eux, mais vivante pour moi-même. En fouillant l'ordinateur de Julien pendant son absence, j'ai trouvé un fichier crypté, protégé par un mot de passe qu'il avait utilisé 1000 fois, le prénom de Claire. À l'intérieur, des documents falsifiés, parmi lesquels une version modifiée de mon acte de naissance, mentionnant une dépression chronique inventée de toutes pièces. L'objectif était clair, me faire passer pour une femme instable, prête à mettre fin à ses jours. Le tout préparé pour créer un récit crédible aux yeux de la police et des assurances. Leur plan ne visait pas seulement l'héritage, mais ma réputation, ma mémoire, mon identité. J'ai imprimé chaque document, pris des photos de tout, classé les preuves dans une enveloppe que j'ai scellée avec mon propre sang, comme une promesse silencieuse de justice. Ce n'était plus une question de vengeance, mais de survie de mon nom, de ma dignité, de la vérité. S'ils voulaient me faire passer pour une ombre, alors j'allais devenir lumière. Je refusais d'être effacée par ceux qui n'avaient jamais compris ce qu'était l'amour véritable. Et j'allais leur montrer que le mensonge n'efface jamais la douleur, mais qu'il l'amplifie jusqu'à la chute. Je suis allée voir Jeanne, mon amie d'enfance devenue avocate, la seule en qui j'avais encore confiance. Dès que je lui ai raconté tout, elle n'a pas cligné des yeux, elle m'a dit d'une voix ferme, « Tu ne mourras pas, ils vont tomber. » Ensemble, nous avons établi un plan juridique, commencé à constituer un dossier solide avec toutes les preuves numériques et physiques. Jeanne avait cette force calme des femmes qui ont déjà survécu à l'injustice. Elle m'a promis qu'on ne parlerait pas de victimes, mais de renaissance. Nous avons rédigé un témoignage complet, sécurisé les fichiers sur plusieurs serveurs, envoyé des copies à un notaire de confiance. Le piège s'inversait peu à peu, et j'apprenais à respirer à travers cette colère brûlante qui m'habitait jour et nuit. Jeanne m'a regardée en silence, puis elle m'a serré contre elle et a murmuré, « Tu es plus forte que... » Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti mes jambes tenir. Le combat venait de commencer, mais cette fois, je n'étais plus seule. Je n'aurais jamais pensé le revoir, mais le destin m'a guidée vers Monsieur Delorme, mon ancien professeur de lettres, devenu journaliste d'investigation.
Il m'a reçu dans son bureau rempli de livres, m'a écouté sans m'interrompre, puis a dit simplement, « Il faut que le monde sache. » Ensemble, nous avons monté une série d'articles anonymes, publiés sous forme de lettres ouvertes dans un journal local. Le titre accrocheur, « La lente disparition d'une femme trop silencieuse ». Les lecteurs ont été bouleversés, sans savoir qu'il s'agissait de moi. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, chacun y reconnaissant un voisin, un collègue, une amie. Julien lisait les articles sans comprendre, inquiet mais incapable d'imaginer que j'étais l'auteur de sa propre chute. Gisèle, elle, fulminait, sentant le sol trembler sous ses pieds, sans preuve pour se défendre. Le mensonge qu'ils avaient construit commençait à s'effriter publiquement, et chaque mot publié devenait une lame de plus dans leur façade impeccable. Je reprenais le pouvoir à travers l'encre et le silence. J'ai organisé un dîner sous prétexte de fêter l'anniversaire de mariage, un dernier piège tendu avec calme et précision. J'ai préparé leurs plats préférés, dressé la table comme si tout allait bien, dissimulant sous la nappe un dictaphone activé. Sur la table, un dossier épais, posé entre nous, comme une bombe prête à exploser. Après le dessert, j'ai levé les yeux et dit, « Je sais. Tout. » Et j'ai tout enregistré. Le silence a été plus violent qu'un cri, plus tranchant qu'un couteau. Julien a blêmi, Gisèle a serré les dents, mais aucun des deux n'a osé parler. J'ai sorti une clé USB, l'ai glissée dans l'ordinateur du salon, et leurs voix sont sorties des enceintes, froides, calculatrices, criminelles. Gisèle s'est levée brutalement, a nié, a crié, a imploré, mais rien ne pouvait effacer ce que j'avais gravé. Julien est resté figé, incapable de me regarder, incapable de se défendre. Ce soir-là, leur empire de mensonges s'est effondré sous mes pieds, et je suis resté debout, libre, enfin. Gisèle s'est jetée à genoux, suppliant, les larmes coulant sur son maquillage, parlant d'amour, de malentendus, de mauvaises influences. Julien a tenté de tout faire porter à sa mère, mais les enregistrements étaient clairs, précis, indiscutables. Je les ai regardés se trahir mutuellement, comme deux rats coincés dans leur propre piège. Ce n'était plus de la famille, c'était une scène de théâtre sinistre où chacun voulait survivre en sacrifiant l'autre. Le vernis avait craqué, révélant des visages que je n'avais jamais vraiment connus. Quand j'ai quitté la pièce, je n'ai rien dit de plus, je les ai laissés dans leur propre chaos. Le lendemain, j'ai remis toutes les preuves à Jeanne, qui les a déposées officiellement au commissariat. Les policiers sont venus dans la matinée, ont arrêté Julien et Gisèle sous mes yeux, sans que je ne verse une seule larme. Je n'étais plus la femme trahie, j'étais celle qui avait vaincu la mort en lui tenant tête. Et dans leurs regards, j'ai vu pour la première fois la peur réelle, celle de la justice, celle d'être enfin démasquée. À cette heure précise, 2 officiers ont frappé à la porte avec une froideur chirurgicale. Julien a ouvert, encore vêtu de son peignoir, et n'a pas eu le temps de protester que les menottes claquaient déjà sur ses poignets. Gisèle a hurlé, s'est agrippée à la rambarde, mais les policiers l'ont détachée comme une marionnette sans vie. Tout était là, les enregistrements, les documents, les témoignages, les transferts bancaires, les appels avec Claire. Ils sont partis sans un mot pour moi, comme 2 étrangers pris la main dans le crime. Je suis restée seule dans le silence soudain de la maison, les battements de mon cœur résonnant dans les murs comme un écho de libération. Jeanne m'a appelé quelques heures plus tard pour m'informer que les charges étaient solides, que l'enquête allait être rapide. Ce n'était plus une affaire privée, c'était un dossier criminel d'intérêt public. Le nom de Julien passait déjà aux informations, autrefois associé au succès, désormais lié à la tentative d'assassinat. Et moi, dans ce chaos, je redevenais visible, vivante, entière. 2 jours plus tard, Claire a été convoquée au commissariat, sûre d'elle, maquillée, bien habillée, jouant la carte de l'incompréhension. Mais face aux preuves, elle a vacillé, ses phrases se sont effondrées une à une, jusqu'à ce que les larmes prennent sa place. Elle a tout avoué, dans une confession lente et pathétique, parlant d'un amour impossible, d'un homme qui lui avait promis une vie de rêve. Elle a dit qu'elle me trouvait fade, ennuyeuse, inutile, qu'elle croyait que ma disparition serait un soulagement pour tous.
Son visage s'est fermé quand elle a compris que Julien ne l'avait jamais vraiment aimée non plus. Elle a été mise en examen pour complicité, fraude, et non-assistance à personne en danger. Le masque de la séductrice s'est effondré en public, révélant une femme naïve, manipulée, mais pleinement consciente. Dans la presse, elle est devenue l'amante toxique, symbole de la jeunesse corrompue par la promesse de richesse facile. Elle ne pouvait plus sortir dans la rue sans croiser des regards accusateurs, des murmures tranchants. Et moi, pour la première fois, je l'ai vue comme elle était vraiment, pas un monstre, mais une complice consciente et volontaire. Le tribunal était plein à craquer, journalistes, voisins, inconnus, tous avides de savoir comment une femme avait survécu à tant de mensonges. J'ai pris la parole, droite, sans trembler, et j'ai raconté chaque nuit de doute, chaque minute de peur, chaque repas suspect. Le silence dans la salle était plus éloquent que 1000 jugements, on m'écoutait, enfin, comme une femme qu'on avait voulu effacer. Julien, assis au banc des accusés, gardait les yeux baissés, incapable d'assumer le regard de celle qu'il avait tenté de détruire. Gisèle, elle, fixait un point invisible, refusant encore de croire que son plan avait échoué. Je n'ai pas versé une larme pendant tout le procès, pas par fierté, mais parce que mes larmes étaient déjà sèches depuis longtemps. Chaque mot prononcé était une lame déposée avec précision sur la table de la vérité. Les jurés hochaient la tête, certains avaient les yeux brillants, d'autres serraient les poings. Ce n'était pas un procès ordinaire, c'était une résurrection publique, la mienne. Et au fond de moi, une voix murmurait, « Tu es encore là. Tu as gagné. » Mais le prix a été lourd. Le juge a lu la sentence d'une voix calme mais tranchante, sans la moindre hésitation dans le ton. Julien a été condamné à 12 ans de prison ferme pour tentative d'assassinat, falsification de documents et complicité aggravée. Gisèle, jugée instigatrice froide et calculatrice, a écopé de 8 ans, sans possibilité d'aménagement. Claire, malgré ses larmes, a reçu 3 ans avec sursis pour complicité morale et manipulation. Moi, je suis sortie du tribunal sans triomphe, juste avec cette étrange sensation de vide qu'aucune condamnation ne pouvait combler. Je n'avais plus de mari, plus de belle famille, plus d'illusions, mais j'avais sauvé ma vie et récupéré ma voix. Les applaudissements à la sortie du tribunal m'ont semblé lointains, comme un rêve qui ne m'appartenait pas vraiment. Les flashs des caméras ne captureraient jamais les nuits d'angoisse, les silences empoisonnés, les caresses pleines de haine. J'ai traversé la foule comme une survivante sans couronne, le cœur encore en ruine. Le verdict m'avait rendu justice, mais il ne m'avait pas rendue entière. J'ai quitté la ville sans prévenir personne, emportant seulement quelques vêtements, mes carnets, et le dossier refermé de mon ancienne vie. À Lyon, j'ai loué un petit appartement sous un autre nom, j'ai changé de coiffure, de voix, presque de peau. J'ai repris mes études de psychologie, convaincue qu'il fallait comprendre la douleur pour mieux en guérir. Chaque jour, je me forçais à marcher dans des rues inconnues, à sourire aux passants, à respirer à nouveau sans peur. J'ai adopté un chien abandonné que j'ai nommé Hugo, pour me rappeler que la tendresse pouvait encore exister. Peu à peu, j'ai repeint mes murs en jaune, en vert, en bleu, refusant la grisaille qui m'avait rongé pendant des années. J'ai redécouvert le goût du café du matin, le silence d'un dimanche pluvieux, la chaleur d'un livre oublié. J'ai assisté à des groupes de parole, j'ai pleuré en face de gens que je ne connaissais pas, et j'ai souri quand ils pleuraient aussi. La douleur ne disparaissait pas, mais elle perdait son pouvoir. Ce n'était plus une prison, c'était un souvenir qu'on apprivoise. C'est dans un petit café près d'une librairie que je l'ai vu pour la première fois, assis seul, un livre entre les mains, les lunettes glissant légèrement sur son nez. Il m'a demandé si la table était libre, et j'ai répondu oui sans réfléchir, comme si mon cœur avait parlé avant moi. Il s'appelait Marc, était libraire et passionné de poésie, et sa voix avait cette douceur qui ne cherchait rien, qui n'imposait rien. Nous avons parlé des livres, puis de la pluie, puis du silence, et jamais de nos blessures. Il n'a posé aucune question sur mon passé, comme s'il sentait que l'important, c'était l'instant. Il m'a raccompagné un soir jusqu'à ma porte, sans tenter de m'embrasser, simplement en me disant « Je suis content de vous avoir rencontré ».
Ce respect m'a bouleversé plus que toutes les déclarations du passé. J'ai compris que l'amour n'était pas une conquête, mais une écoute, une présence discrète. Avec lui, je n'étais ni une victime, ni une guerrière, j'étais juste moi, enfin libre d'exister sans me justifier. Et dans ce regard d'inconnu, j'ai entrevu la promesse d'une paix possible. Marc n'a jamais cherché à combler mes silences, il les a respectés comme des territoires sacrés où il entrait sur la pointe des pieds. Il ne m'a jamais demandé pourquoi je sursautais quand le téléphone sonnait ou pourquoi je vérifiais 2 fois la porte. Avec lui, tout était simple, un café partagé, une marche sous la pluie, un livre échangé sans commentaire. Il parlait peu, mais chaque mot avait un poids précis, une intention sincère, sans stratégie, sans masque. Pour la première fois, je n'étais pas regardée pour ce que j'avais subi, mais pour ce que j'étais devenue. Notre relation avançait lentement, sans brûlure, sans vertige, juste un tissage délicat de confiance reconstruite. Il m'a offert un roman dédicacé avec cette phrase, à celle qui sait survivre et encore aimer. J'ai pleuré ce soir-là, non pas de tristesse, mais de soulagement, de gratitude muette. Il ne voulait rien corriger chez moi, il voulait m'accompagner, pas me réparer. Et dans cette douceur sans exigence, j'ai trouvé une forme d'amour que je n'avais jamais connue. Il m'a fallu du temps pour poser un regard bienveillant sur la femme que j'avais été, celle qui n'avait pas vu, pas osé fuir, pas su dire non. Pendant longtemps, je me suis haïe en silence, croyant que ma naïveté avait été une faiblesse, que mon amour m'avait trahi. Mais un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai vu non pas une victime, mais une survivante, droite, debout, intacte dans son humanité. J'ai compris que pardonner à soi-même, c'est cesser de vivre dans le passé imposé par les autres. Et ce jour-là, sans un mot, j'ai tourné une page que je croyais figée à jamais. Le pardon n'efface pas les cicatrices, il leur donne un sens. Il transforme la honte en expérience, le silence en force, la peur en vigilance. J'ai repris mes journaux intimes, relu chaque page, chaque tremblement, chaque colère, et je les ai rangés sans les brûler. Ils ne me hantaient plus, ils me rappelaient seulement d'où je venais et jusqu'où j'étais capable d'aller. Pardonner à l'autre est parfois impossible, mais se pardonner à soi, c'est renaître. Je n'ai pas utilisé l'argent de mon père pour fuir, mais pour construire un lieu vivant, utile, lumineux. J'ai ouvert une maison d'accueil pour femmes en danger, un espace discret, sécurisé, où chaque chambre porte un prénom féminin choisi avec soin. La mienne s'appelle Espérance, en mémoire de celle que j'étais et de celle que je suis devenue. Chaque femme qui y entre est accueillie sans question, avec chaleur, avec respect, avec foi en sa reconstruction. Ce lieu n'est pas une revanche, c'est un acte d'amour transmis, un héritage enfin utilisé pour protéger au lieu de souffrir. Je passe mes journées à écouter, conseiller, apaiser, sans jamais imposer, sans jamais juger. Ces femmes me regardent parfois avec cette même peur que j'ai portée, ce même silence qui hurle sous les paupières. Et je leur dis doucement, tu n'es pas seule, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras plus. Je ne suis pas devenue forte malgré tout, je suis devenue forte à travers tout. Et dans chaque histoire que j'entends, je reconnais un peu de la mienne, et beaucoup du courage universel des femmes oubliées. Le matin, le soleil entre par la grande fenêtre de la cuisine, caressant les murs clairs que j'ai peints de mes propres mains. Je prépare du thé, toujours le même rituel, mais cette fois sans tremblement, sans méfiance, sans ombre derrière moi. Marc lit le journal à la table, Hugo dort à mes pieds, et la paix, discrète mais réelle, s'est installée dans chaque geste. Je bois doucement, le regard posé sur la vapeur qui s'élève, fragile comme une mémoire apaisée. Chaque gorgée me rappelle que j'ai survécu non pour oublier, mais pour habiter pleinement le présent. Parfois, je repense à la première tasse, celle que je n'ai pas bue, celle qui aurait pu m'éteindre, et je remercie en silence mon instinct d'avoir crié plus fort que mon amour. Cette histoire ne me définit plus, elle m'a forgée, elle m'a poussée à renaître plus lucide, plus forte, plus vraie. Le poison n'a pas gagné, le mensonge non plus, car j'ai appris que le silence peut devenir cri et que la douleur peut se transformer en lumière. J'ai versé mes larmes, vécu ma guerre, construit ma paix, et maintenant je vis, simplement, libre. Et dans chaque tasse de thé,
Je célèbre ma victoire douce et discrète, loin du poison, proche de moi. Je marche parfois jusqu'au bord de la rivière, là où les feuilles tombent lentement et où le vent semble connaître mon nom. Je m'assieds sur le banc que personne ne revendique, entouré de silence et de lumière douce. C'est là que j'écris mes pensées, non plus pour survivre, mais pour me souvenir que je suis encore capable d'espérer. Le passé ne me suit plus comme une ombre, il marche derrière moi comme un livre refermé. Et chaque respiration que je prends ici me confirme que je n'appartiens plus à la douleur. Je reçois parfois des lettres de femmes que j'ai aidées, écrites avec maladresse mais remplies d'une vérité bouleversante. Elles me disent que la maison Espérance leur a rendu la vie, qu'elles n'ont plus peur de dormir, de manger, d'aimer. C'est là que je sens que tout ce que j'ai traversé n'a pas été vain, que mon histoire, aussi brisée soit-elle, a servi de pont pour d'autres. Je n'étais pas destinée à mourir entre les mains d'un homme, j'étais destinée à tendre la main à d'autres femmes. Et cette mission-là, personne ne pourra jamais me l'arracher. Marc m'a un jour demandé, « Regrettes-tu d'avoir tant aimé un homme qui voulait ta mort ?» Je l'ai regardé, longtemps, puis j'ai répondu, « Non. » Parce que c'est en survivant à cet amour que j'ai appris à m'aimer moi. Il a souri sans rien dire, et je crois que c'est ce silence-là qui m'a le plus guéri. Dans ses bras, je ne cherche plus la protection, je trouve l'écho de ma propre force, douce, solide, silencieuse. Et si un jour je devais raconter cette histoire à quelqu'un, je ne la raconterais pas comme une tragédie, mais comme une victoire. Une victoire lente, silencieuse, construite avec des larmes, du courage, et un peu de thé. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'avoir survécu, mais d'avoir transformé la survie en vie. Et aujourd'hui, chaque seconde que je vis est à moi entière, libre, inviolable. La fin, enfin, est à moi.